Quand on pense aux pays nordiques que sont le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande, on ne pense peut-être pas à des titans militaires, mais la Russie devrait le savoir. Malgré leur petite taille, ces nations portent en Ukraine un coup puissant qui fait mal aux soldats de Poutine à chaque erreur. Les pays nordiques inversent la tendance d'une manière à laquelle le Kremlin ne s'attendait pas, car ils disposent de chars ultra-modernes, d'une artillerie mortelle et de drones qui peuvent tout voir. Comment se fait-il que les troupes russes traversent une période aussi difficile à cause de tous ces petits pays? L'arsenal nordique donne à Poutine quelques leçons coûteuses sur la guerre moderne. Jetons-y un coup d'œil. Les démons historiques de l'Europe du Nord ont été réveillés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'attitude défensive persistante face à une éventuelle expansion russe a été déclenchée par la défaite de la Suède lors de la Grande Guerre du Nord au début du XVIIIe siècle. Durant son séjour dans l'Empire russe, la Finlande a souvent été abusée par Moscou. En outre, elle a dû faire face à l'invasion de Joseph Staline pendant la guerre d'hiver 1939-1940. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a failli envahir le Danemark et prendre le contrôle de l'île de Bornholm en mer Baltique avant de quitter le pays en 1946. Depuis le XVIIIe siècle, la Norvège, frontalière de la Russie, doit se défendre contre la menace russe. C'est pourquoi l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine a bouleversé ce qui restait de la complaisance des quatre nations. Pour rejoindre l'OTAN, la Suède a renoncé à sa neutralité militaire bicentenaire. La Finlande, qui s'était opposée à l'adhésion à l'Alliance pour des raisons de sécurité et de maintien de bonnes relations avec la Russie et l'Union soviétique, a changé d'avis. Il ne faut pas s'étonner que les nations nordiques aient soutenu avec enthousiasme l'Ukraine pendant son conflit. Selon elles, les gens doivent le faire pour se protéger. Le Danemark a dépensé 7 milliards d'euros, soit 1,83% de son PIB depuis le début de la guerre en juin 2024. La Finlande a dépensé 2,43 milliards d'euros, soit 0,88%. La Suède a dépensé 5 milliards d'euros, soit 0,76%. La Norvège a dépensé 4,41 milliards d'euros, soit 0,54%. Ce soutien n'était toutefois pas seulement de nature financière. Pour se protéger d'un éventuel conflit avec la Russie, les nations nordiques ont mis en place une importante infrastructure militaire qu'elles ont testée avec zèle en Ukraine. En ce qui concerne le soutien militaire, le Danemark en particulier a été en première ligne. Au début de l'année, il a mis à la disposition de l'Ukraine tous les systèmes d'artillerie qui lui restaient. Il a en outre joué un rôle important dans la mise à disposition d'avions de combat F-16 sur le front. Les nations occidentales se sont opposées aux demandes de l'Ukraine pour ces avions depuis le début de la crise, craignant que le conflit ne s'aggrave. Le Danemark et les Pays-Bas ont trouvé une solution pour sortir de l'impasse. En août 2022, Copenhague a déclaré qu'elle mettrait 19 avions à disposition entre 2023 et 2025. L'un des principaux atouts de la Russie dans ce conflit aurait dû être sa force aérienne, mais l'armée de l'air russe a généralement fait preuve de prudence lors du survol de l'Ukraine. L'opportunité offerte par l'échec à obtenir la souveraineté aérienne ne pouvait pas être négligée. Le fait que les avions F-16 européens comportent plus de 80 composants danois, malgré la conception américaine du F-16, rend cette situation appropriée. Le radar ANAP-G 66V2, qui étend la portée de détection de l'avion à environ 70 miles, sera installé sur les avions F-16 danois que l'Ukraine va acquérir. De plus, il y aura des systèmes de guerre électroniques, de navigation, d'affichage et de communication améliorés, ainsi que des conteneurs de ciblage spéciaux pour le contrôle des armes de précision. Les F-16 danois ont montré qu'ils pouvaient abattre des missiles russes, bien qu'ils n'y aient été déployés que récemment. La Russie a lancé sa plus grande attaque de drones et de missiles du conflit le 26 août 2024. Ce jour-là, les F-16 ukrainiens ont démontré leur capacité à abattre des missiles de croisière russes, même si l'un des avions s'est écrasé pendant la mission, un événement très fréquent. Il s'agit du seul F-16 qui a été perdu au combat jusqu'à présent. La Suède prévoit d'envoyer un avion radar d'alerte précoce Saab 340. Les F-16 ukrainiens adopteront une attitude plus agressive dès qu'ils arriveront sur place. En novembre 2024, la Suède a annoncé l'envoi de 2 de ces avions. Tous les F-16 d'Ukraine seront en mesure d'échanger des données en toute sécurité avec le Saab 340, ce qui améliorera considérablement leur conscience de la situation. Le Saab 340 peut couvrir une zone de 193 000 miles carrés horizontalement et de 60 000 pieds verticalement. Grâce à cette caractéristique, le Saab sera en mesure de tout détecter, y compris les drones, ce qui est plus que suffisant pour couvrir l'ensemble du pays. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un bimoteur turbopropulseur qui ne peut atteindre que des vitesses allant jusqu'à 300 miles par heure, l'avion est vulnérable. Et ces caractéristiques le rendent vulnérable aux attaques de missiles, ce qui oblige les Ukrainiens à faire preuve de prudence dans l'utilisation et la protection de l'avion. En ce qui concerne les drones, les nations nordiques n'ont pas négligé le conflit des drones. Depuis 2022, la Norvège envoie son nanodrone Black Hornet.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un petit drone doté d'un rotor de 8 pouces et d'une longueur de 10 pouces. Ce drone de surveillance est opérationnel en moins de 20 secondes et dispose d'une caméra électro-optique de 12 mégapixels capable de capturer des données thermiques et de faible luminosité jusqu'à une distance de 1,2 km. Ils n'attirent peut-être pas beaucoup l'attention, mais ils sont un élément crucial d'un réseau de renseignement ukrainien qui a surpassé son adversaire, la Russie. Pendant le conflit, les chars de combat modernes ont été l'un des cadeaux les plus connus. L'Ukraine les avait également demandés très tôt, bien qu'ils aient été refusés dans un premier temps. Les nations occidentales ont finalement donné leur accord lorsqu'il est apparu que l'Ukraine ne pourrait pas tenir sans eux. Parmi les chars déployés sur le front figurait le Strav 122 suédois, une version du char de combat Léopard 2 allemand. Le char est encore plus résistant que son prédécesseur allemand en raison des conditions potentielles qui prévaudraient en Suède en cas de conflit avec la Russie. Son blindage est renforcé par du tungstène et des pièces en acier à haute résistance. L'équipage bénéficie d'une protection supplémentaire grâce à des composants intégrés qui le protègent contre les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, CBRN. Il dispose de lanceurs de grenades fumigènes pour rendre la détection encore plus difficile et peut également être facilement camouflé. Il peut franchir des obstacles dans une eau pouvant atteindre 1,4 m de profondeur. L'équipage peut acquérir de nombreuses cibles simultanément grâce au télémètre laser, aux caméras thermiques et aux calculateurs de précision du char qui améliorent la conscience de la situation. Le canon à tube lisse de 120 mm est capable de tirer des projectiles à charge propulsive perforante stabilisés par des ailerons, parfaits pour neutraliser d'autres chars, ainsi que des projectiles thermiques à usage général. L'armement secondaire se compose de 2 machines KSPM 94 de 7,62 mm. La Suède a livré 10 chars Strav 122 à l'Ukraine. Oryx a vérifié physiquement qu'au 30 octobre 2024, un seul de ces chars avait été détruit. D'autre part, 8 des 31 Abrams américains ont été détruits, ce qui correspond à un taux de destruction de 25,8%. Sur les 14 chars Challenger ukrainiens, 2 ont été détruits, ce qui correspond à un taux de destruction de 14,2%. Char par char, c'est le Strav 122 suédois qui s'est le mieux comporté et il est manifestement bien supérieur aux chars soviétiques ukrainiens qui ont été détruits par centaines. Sur les quelques 158 chars Léopard 2 envoyés en Ukraine, 21 ont été détruits, ce qui correspond à un taux de destruction de 13%. Il ne devrait pas être surprenant que les soldats ukrainiens considèrent le Strav 122 comme leur meilleur char. Cependant, l'Ukraine a également reçu des véhicules plus légers en provenance des pays nordiques. Le Combat Vehicle 90 est l'un d'entre eux. La division suédoise de l'entreprise de défense britannique BAE Systems AB est le fabricant du CV90 qui a été commercialisé pour la première fois au milieu des années 1990. Il en existe plus de 1 400 dans différentes variantes. Sa conception remonte aux années 1980, lorsque l'armée suédoise avait besoin d'un véhicule blindé très mobile et suffisamment puissant pour combattre les chars. Cette arme peut tirer 5 coups par seconde avec une munition de 2 livres. Ces véhicules ont été conçus pour combattre dans des régions reculées et boisées, comme c'est le cas dans une grande partie de l'est de l'Ukraine, mais surtout ces véhicules ont été conçus de manière à pouvoir survivre. Ils devaient l'être car les chars et autres véhicules russes les dépasseraient largement en nombre dans n'importe quel conflit. Chaque CV90 peut transporter 8 fantassins. En janvier 2023, le gouvernement suédois a déclaré qu'il fournirait 50 CV90 à l'Ukraine. En Ukraine, le CV90 a fait ses preuves. 13 de ces pertes de véhicules ont été vérifiées visuellement par Oryx. 3 d'entre eux ont été endommagés et abandonnés. 2 ont été endommagés et emportés. Et 5 ont été déclarés détruits. Comme ils sont déployés avec la 21e brigade mécanisée séparée d'Ukraine, ce sont de bons chiffres. Ce régiment est stationné sur les champs de bataille de Bakhmout et de Kupiansk dans l'est de l'Ukraine et a assisté à certains des combats les plus violents du conflit. Ce n'est qu'en août 2023 que l'Ukraine a perdu son premier CV90. À la mi-septembre, toutes les troupes et les membres d'équipage avaient survécu, mais 2 autres avaient été endommagés et 1 avait été capturé. Comparé au Bradley américain, le CV90 a connu jusqu'à présent un taux de destruction de 10% en Ukraine. Sur 300 véhicules, 53 ont été détruits, ce qui correspond à un taux de destruction de 17,6%. En outre, l'Ukraine a perdu des centaines de véhicules BMP, mais le CV90 s'est révélé nettement plus efficace. La Suède a déclaré en février 2024 que l'Ukraine recevrait la version CV90 35 Mark IIIC dans le cadre d'un paquet d'aide de 680 millions de dollars. Cette version dispose d'un système de conduite de tir amélioré qui utilise l'intelligence artificielle ainsi
que d'une tourelle redessinée qui offre une meilleure conscience de la situation grâce à un viseur panoramique rétractable. En outre, la Suède et l'Ukraine ont décidé de fabriquer le CV-90 en Ukraine, de sorte que la Russie a encore beaucoup plus à craindre alors que le conflit continue de faire rage. Alors que la Suède a fourni à l'Ukraine l'équipement le plus impressionnant, la Finlande a également participé au marché des véhicules blindés. 20 véhicules de combat d'infanterie Patria Pasi font partie de cette aide. Parmi les versions amphibies figure la série XA 180. Le Patria Pasi a été introduit dans les années 1980. Il peut accueillir jusqu'à 16 passagers et a un équipage de 2 personnes. Sur la route, sa vitesse maximale est de 100 km/h. L'arme standard est une mitrailleuse polyvalente de 7,62 mm ou une mitrailleuse lourde NSV de 12,7 mm. Néanmoins, le Patria Pasi peut être équipé d'une tourelle pouvant accueillir une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm, un lance-grenade de 40 mm ou un canon mitrailleur de 20 ou 30 mm. Les principaux carénages sont dotés d'un blindage pouvant atteindre 10 mm d'épaisseur. Le véhicule dispose d'épaisses vitres pare-balles avec des panneaux blindés qui peuvent être soulevés si nécessaire pour offrir une protection supplémentaire, et son inclinaison vise à empêcher la pénétration d'armes légères et d'éclats de grenades. Pour rendre la visée plus difficile, le véhicule blindé de combat d'infanterie peut emporter 8 grenades fumigènes. De plus, il est conçu de manière à protéger ses occupants contre les risques NRBC. La 36e brigade de marine utilise le Patria Pasi en raison de ses capacités amphibies. Le Patria Pasi a été utilisé par cette unité pour lancer des attaques surprises contre des unités russes qui ne savaient rien d'une traversée de l'eau dans l'oblast de Kharkiv. 6 des véhicules blindés de combat d'infanterie finlandais, soit 16,6% du nombre total, sont répertoriés comme détruits par Oryx. D'autre part, 18 des 90 véhicules de combat d'infanterie M1126 Striker fournis par les États-Unis, soit un taux de perte de 20%, ont été détruits. Au moins 34 véhicules blindés de combat d'infanterie VAB ont été fournis par la France. 20 d'entre eux, soit 58,8%, ont été détruits. Au moins 35 véhicules blindés de combat d'infanterie FV-103 ont été fournis par le Royaume-Uni. 13 d'entre eux ont été détruits, soit 37,1%. En outre, l'Ukraine a perdu des centaines de véhicules de combat d'infanterie de l'ère soviétique et des véhicules de combat d'infanterie M113 plus anciens. Même avec des avions de combat F-16, il s'est avéré difficile de sécuriser l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. La Russie continue d'attaquer les infrastructures civiles dans les grandes villes avec des drones et des missiles. Pour préserver l'économie et le moral ukrainien, ces projectiles doivent être abattus. Heureusement, l'Ukraine est à la pointe dans ce domaine grâce au système norvégien NASAMS. La société américaine Raytheon et la société norvégienne Kongsberg Defence and Aerospace Company collaborent pour produire le système norvégien Advanced Surface to Air Missile ou NASAMS. Il a été utilisé pour la première fois en 1997. La portée de son radar résistant aux interférences est d'environ 80 km. Ces munitions comprennent des missiles bien connus pour combattre des cibles à différentes distances, comme l'IM-9 Sidewinder et la série IM-120 AMRAAM. Le NASAMS s'associe au système Patriot pour augmenter sa portée et peu après son lancement en 2022, il a détruit des missiles russes à grande vitesse. La portée du système pourrait être étendue dans un avenir proche car il est probablement compatible avec le JATOM AIM-260. Bien que ces affirmations soient probablement exagérées, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a indiqué à l'époque qu'il avait un taux de réussite de 100%. Fin 22 et début 23, les bombardements russes des agglomérations ukrainiennes ont été moins efficaces, en partie grâce à NASAMS. L'Ukraine a commencé à utiliser ces systèmes NASAMS de manière plus agressive aux premières heures du 24 afin d'abattre plus rapidement les avions russes. Au cours de la guerre, la Russie a perdu un dixième de son armée de l'air jusqu'en avril 2024. Les réseaux multicouches sont les plus efficaces pour la défense aérienne. Les systèmes de défense aérienne portables, Manpads, en font partie. Le plus connu d'entre eux est le Stinger américain. Toutefois, la Suède est également active dans le secteur des Manpads. Elle a mis son RBS 70 à la disposition de l'Ukraine. Le fabricant de ce système est la société suédoise Saab. Depuis son lancement en 1977, il a fait l'objet de nombreuses mises à niveau grâce à sa caméra thermique intégrée et à son autotracker. Le RBS 70 NG a acquis une certaine notoriété en 2011. L'autotracker augmente la probabilité de toucher la cible. En outre, il a une portée effective de 5,5 miles, peut atteindre une hauteur d'environ 3,5 miles et dispose d'un enregistreur vidéo qui facilite l'évaluation après le déploiement. Selon Saab, le RBS 70 est particulièrement insensible aux interférences grâce à sa technologie de guidage laser. Il s'agit d'une avancée significative à une époque où les drones permettent de déployer davantage d'équipements de guerre électronique sur le champ de bataille.
Le rechargement prend moins de 6 secondes. Le RBS-70 ne fait pas exception à la règle selon laquelle les manpads fonctionnent le mieux contre les hélicoptères adverses. L'hélicoptère de combat russe, K-52 Alligator, a déjà été détruit par un manpads. Toutefois, si les hélicoptères volent trop bas, les jets ennemis peuvent également pénétrer dans la zone dangereuse. Il existe des images sur lesquelles le RBS-70 détruit l'avion de soutien aérien Su-25. Cet avion, appelé Frogfoot par l'OTAN, est l'équivalent russe de l'A-10 américain, bien que plus léger et plus rapide. Le Su-25 a été exposé aux missiles américains Stinger lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan alors qu'il était censé être un char volant. Le RBS-70 a subi les mêmes effets atroces en Ukraine. En janvier 2023, la Suède a déclaré qu'elle mettrait cette arme à disposition. Peu après son arrivée en août 2023, elle a détruit en quelques heures un certain nombre de jets et de K-52 russes. Le 13 mai 2024, elle a fait de même en abattant un K-52 et deux Su-25. La destruction d'un bombardier tactique Su-24 le 5 décembre 2023 a été un autre événement remarquable. Lorsque l'Australie a annoncé en avril 2024 qu'elle fournirait des systèmes RBS-70 supplémentaires dans le cadre d'un paquet d'aide de 100 millions de dollars, la Russie avait encore plus de raisons de s'inquiéter. En outre, la Suède a contribué à des armes anti-chars portées à l'épaule, comme le fusil sans recul Carl Gustaf, qui a été développé après la Seconde Guerre mondiale et qui reste une arme efficace. Le Carl Gustaf est connu pour avoir été la première arme à détruire un T-90 russe, considéré comme le char de combat le plus avancé qui existe. En raison des supports de munitions exposés sur les chars russes, même une arme apparemment obsolète peut être mortelle en un seul coup. Comme toujours, l'artillerie s'est révélée être l'aspect le plus important du combat, même si la haute technologie attire le plus l'attention. L'Ukraine a toujours été confrontée à son manque d'armement, mais les nations nordiques ont tenté de résoudre ce problème. Dans les années 1990, l'artillerie autopropulsée Archer a été introduite par la Suède. 8 de ces systèmes d'artillerie ont été fournis par Stockholm dans le cadre du même accord qui comprenait également le CV-90. Par rapport à des systèmes similaires en service comme le César français, l'Archer peut tirer ses munitions de 155 mm sur une portée de plus de 50 km. En outre, l'Archer peut, si nécessaire, tirer 3 coups en 15 secondes qui peuvent toucher le MRSI et plusieurs projectiles simultanément. L'Archer peut poursuivre sa célébration sans être touché par les tirs de riposte de l'ennemi avant même que le projectile ne frappe. Un seul des 8 systèmes Archer livrés en Ukraine a été signalé comme endommagé sur Oryx. Cet appareil spécial a ensuite été réparé. Cette arme, qui peut être déplacée et remise à couvert rapidement, est idéale. Il ne devrait pas être surprenant que les artilleurs ukrainiens considèrent désormais l'archer comme leur meilleure arme majeure. L'Ukraine a également reçu de la Suède et de la Norvège les munitions d'artillerie de 155 mm Vital dont elle a besoin pour gagner le conflit. Mieux encore, certaines des versions les plus avancées sont fabriquées dans ces deux pays. La Suède, par exemple, fabrique et fait don de projectiles de précision Excalibur. D'après certains films, ces obus ont permis de détruire simultanément 2 chars russes. Le mortier KRH-92 est une autre pièce d'artillerie que la Finlande a fournie à l'Ukraine. Le KRH-92 est un mortier tracté d'une portée maximale de 7,4 km et équipé d'une munition de 120 mm. Il peut tirer de 12 à 15 coups par minute. L'artillerie est responsable de plus des 3/4 des décès dans les 2 camps de ce conflit. Les pays nordiques ont contribué tout autant aux armes qu'aux morts. Cela signifie que davantage d'armes et d'obus sont envoyés sur le champ de bataille, mais cela signifie également que celui qui peut détruire les armes de son adversaire a un avantage considérable. Le radar de contre-batterie Arthur, développé conjointement par la Suède et la Norvège, a été donné. Ce radar mobile à réseau phasé en bande C a été conçu pour localiser l'artillerie ennemie et peut identifier les obusiers ennemis jusqu'à 25 km de distance. Jusqu'à 25 km peuvent être utilisés pour identifier des mortiers ennemis de 120 mm. L'erreur circulaire de probabilité de l'Arthur est très faible, de l'ordre de 0,35%. Arthur peut détecter les obus ennemis en vol, scanner jusqu'à 100 cibles simultanément et effectuer des calculs de manière autonome pour déterminer quelle artillerie de son propre camp devrait attaquer. Une unité fabriquée en Grande-Bretagne est notée comme détruite sur Oryx, ce qui laisse supposer que le Royaume-Uni utilise également cette technologie. Aucune autre unité n'est mentionnée, bien que la Russie ait eu l'avantage de posséder les fortifications les plus complexes jamais vues en Europe depuis la
la Première Guerre mondiale, elle a subi plus de pertes lors de la campagne de Zaporizhia, en partie à cause des tirs de contre-batterie supérieurs de l'Ukraine. Le Nordic Arthur a été un facteur essentiel de cette disparité. L'Ukraine doit beaucoup aux nations nordiques, car toute utilisation efficace de radars de contre-batterie est cruciale face à l'avantage de la Russie en matière d'artillerie. En outre, la Suède et la Norvège ont envoyé leurs missiles anti-navires Pingouin à l'Ukraine. Malgré ses débuts en 1972, le Panguin est toujours considéré comme l'un des meilleurs missiles anti-navires au monde, avec une portée de 34 km pour la version Mark II et de 54 km pour la version Mark III. Il a été déployé en Ukraine en 2022. Son angle de descente maximise la force de pénétration. Depuis octobre 2022, le missile anti-navire terrestre suédois RBS-17 est également utilisé par les Ukrainiens. Il s'agit d'une variante du célèbre missile air-sol Hellfire. La portée maximale de cette arme à courte portée est de 8 km. Ces missiles anti-navires nordiques ont contribué à ce que la flotte russe de la mer Noire n'ait plus de place et soit finalement détruite, bien que les drones maritimes de l'Ukraine aient attiré la plus grande attention. La flotte russe a été contrainte de se déplacer de la Crimée vers la Russie continentale. Il y avait une raison à cela. Avec 21 navires détruits confirmés visuellement et 7 autres navires endommagés, cette opération a fait plus de victimes en mer que tout autre conflit depuis la guerre russo-japonaise de 1904-5. Ce type de puissance de feu suédoise est polyvalent. Le RBS-17 a été modifié par l'armée ukrainienne à diverses fins. Avant la fin de l'année 2022, des preuves vidéo de son utilisation par des opérateurs ukrainiens contre des cibles terrestres sont apparues. Cette flexibilité s'est rendue possible par des marqueurs laser qui orientent le missile vers sa cible. L'Ukraine a également reçu une assistance en matière de surveillance par satellite de la part de la société finlandaise ICEYE et des équipements de communication de la part de la société suédoise Ericsson. Depuis le 19e siècle, les nations nordiques ont perdu leur position de grande puissance et sont tout au plus considérées comme des acteurs secondaires par la plupart des gens. Cependant, comme nous le savons aujourd'hui, elles produisent certains des meilleurs équipements militaires au monde et leur capacité à surpasser leurs concurrents en nombre en est la preuve. Pour la première fois depuis l'Union de Kalmar au début du XVIe siècle, les nations nordiques continentales font désormais partie de la même alliance militaire suite à l'invasion russe en Ukraine. D'autres pertes russes disproportionnées sur le champ de bataille sont prévisibles car les 4 pays sont désormais d'accord et peuvent et vont faire plus pour tenir en échec leur adversaire historique commun. Que pensez-vous toutefois de l'équipement que l'Ukraine a reçu en don de la part des pays nordiques? Que peuvent-ils faire de plus? Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations militaires de la part d'experts militaires, n'oubliez pas de vous inscrire et d'utiliser le bouton « J'aime » en plus de laisser un commentaire.